Comme un fil de bâti au bas d'une robe qui oppresse le tissu, surgit et disparaît jusqu'à réunir les épaisseurs entre elles par points lâches ou serrés, la vie des couturiers ponctue l'œuvre engagée ou s'efface avec grâce. Dessus-dessous, discrète ou sonore, elle semble s'immiscer dans les collections rêvées au revers d'un col, au détour d'un bouton, ou s'émanciper tout autant pour s'effacer derrière les tweeds ou les mousselines choisies. L'histoire de la mode se nourrit d'éléments du quotidien, préemptés et édifiés sur le socle des saisons et des cintres. Les camélias qu'appréciait tant Mademoiselle Chanel sont tombés des bouquets en vase pour divertir les décolletés. En pétales d'organza blanc, la fleur préférée glissait d'une collection à l'autre, mesure plus certaine que les fluctuations possibles d'une ampleur de jupe. Monsieur Dior céda au brin de muguet qu'il diffusait aussi bien dans certains de ses parfums qu'en imprimé sur les robes investies d'intentions particulières. Chez d'autres, une couleur d'affection dictait un chemin de création. Plus tard, une autoroute commerciale. Le bleu tendre de l'enfance était de l'an 20. Au fur et à mesure que les couturiers quittaient le statut de fournisseur pour accéder au rang de créateur, certains d'entre eux se mirent à revêtir les allures qu'ils réservaient à d'autres. En rose shocking, à la ville comme à la scène, Elsa Schiaparelli était sa première muse et succombait au propre scandale de ses inventions. Aussi connu qu'une rockstar, Yves Saint-Laurent sacrifiait les frontières de l'intime et de la notoriété publique en paraissant nu pour la photographie et la promotion de son parfum YSL. L'ultra-sollicitation médiatique des uns, ajoutée au rythme de plus en plus accéléré des collections à présenter, précipita l'usage des idées à tout rompre. Ici, un voyage réalisé détermine la longueur d'un manteau. Là, une rencontre donne son nom à la forme d'une robe. Ailleurs, un opéra vu il y a peu oriente la dimension d'une manche. La théâtralité de la mode, ainsi faite et reconnue, abuse de l'ordinaire dramaturgie, ne serait-ce que pour légitimer la destinée d'un foulard à vendre. Chez Madame Gray, peu, voire rien de tout cela ne se vérifie. Alors rédactrice de mode, Edmonde Charleroux revient désemparée d'une interview avec la dame au turban. Aux questions qui pourraient divertir le lecteur, elle semble sourde et hoche la tête tout au plus. Toutes les personnalités qu'elle a pu rencontrer, y compris les auteurs Jean Anouilh et Jean Giraudoux, ont peu à dire, excepté qu'elle travaille avec sérieux et méthode à la réalisation de costumes. À propos des comédiennes qu'elle habillait, Madame Gray reste peu loquace, estimant n'avoir accompli que sa mission de couturière des apparences. Forçat de l'atelier qu'elle tenait sous le silence le plus exigeant, Madame Gray se confondait en excuses, déplorant avoir si peu à raconter d'une vie sage, alors qu'elle a tout à montrer par un travail si plein de persévérance. Longue de plusieurs décennies, des années 1930 aux années 1980, sa création est un déni au bavardage de mode et des époques. Comme seuls les plus grands peuvent se l'autoriser, pendant près de 5 décennies, Gray ose se répéter.